Mes parents m'ont dit, désolé, nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre d'offrir un cadeau à ta fille cette année. J'ai répondu, je comprends. Le lendemain même, je les ai vus publier des photos de nouveaux iPhones pour les enfants de ma sœur. Ma fille l'a vu, elle aussi. Son visage a changé. Je me suis levé, je me suis connecté à leur forfait mobile, et j'ai coupé chaque ligne que je payais. À 9h précises du matin, mon père était sur mon porche, le visage rouge. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas se permettre d'offrir un cadeau à ma fille cette année. Ma mère a envoyé le message un mercredi après-midi, d'un ton désinvolte, comme si elle annulait un déjeuner. Salut ma chérie. Juste pour te prévenir, les temps sont vraiment durs cette année. Nous ne pourrons rien offrir à Chloé. J'espère qu'elle comprendra. Je t'aime. Je l'ai fixé pendant un moment. Je n'ai même pas répondu tout de suite. Je n'arrêtais pas de le relire, comme si j'avais peut-être manqué une phrase. Comme s'il y avait peut-être une explication, une sorte d'excuse pour rattraper sa note à la fin. Mais non, c'était tout. Chloé a 8 ans. C'est le genre d'enfant qui écrit encore des lettres au Père Noël au crayon et les glisse sous son oreiller. Elle laisse des biscuits le 23, juste au cas où le pôle Nord serait en avance. Elle dessine encore des cœurs autour des noms de ses grands-parents. Elle est innocente, et il le savait. Et ce qui m'a vraiment brûlé, c'est qu'elle n'avait même pas demandé grand-chose. Elle voulait une seule chose, un puzzle La Reine des Neiges et un carnet de croquis. C'est ce qu'elle m'a dit quand nous faisions sa petite liste de Noël. Peut-être que papy et mamie m'offriront des feutres cette fois, comme ceux à paillettes. Donc, rien de cher. Rien qui ne s'approche même de ce qu'ils offrent habituellement aux autres petits-enfants. Je le lui ai dit doucement ce soir-là, assise avec elle sur le canapé, et j'ai dit, papy et mamie n'offriront pas de cadeaux cette année parce que les choses sont un peu difficiles pour eux. Elle a juste hoché la tête en silence, n'a pas pleuré, n'a pas posé de questions. Elle a juste dit, d'accord. Le lendemain matin, alors que je pliais le linge, elle est entrée dans la pièce avec sa tablette à la main. Elle n'a rien dit au début, elle l'a juste tendue. C'était une publication Facebook de ma mère. Des iPhones tout neufs, 2 d'entre eux, posés sur la table, encore dans leur boîte, avec des rubans brillants rouges et blancs dessus. La légende disait, « Joyeux Noël à nos petits-enfants préférés. Vous méritez le meilleur. Petits-enfants préférés. » Je ne sais même pas si elle a compris ce que cela signifiait exactement, mais l'expression de son visage a changé. Elle est restée là une seconde, puis est sortie tranquillement. Cette image m'est restée gravée plus que toute autre chose. Je me suis assise par terre, tenant une serviette que je n'avais pas fini de plier, et j'ai simplement regardé dans le vide. Ce qu'ils ne disent pas aux gens, ce que personne en dehors de ma famille ne sait, c'est que je paie leur facture de téléphone depuis 5 ans. Chaque ligne. Cela a commencé quand mon père a perdu son emploi et qu'ils étaient dans une mauvaise passe. J'ai proposé de les ajouter à mon forfait familial. Ce n'était pas un gros problème à l'époque. Mon crédit était bon, mon forfait avait de la place, et je me suis dit que je les aiderais pendant quelques mois. C'était il y a 5 ans. 5 ans que je payais discrètement chaque mois pendant qu'ils achetaient des croisières, de nouvelles télévisions et maintenant, apparemment, des iPhones pour les enfants de ma sœur. Je ne leur ai pas dit un mot. Je me suis juste levé, je suis allé à mon ordinateur portable, j'ai ouvert le site web de l'opérateur et j'ai coupé chaque ligne que je payais. La mienne est restée active, les leurs non. Le lendemain, à 9h précises du matin, j'ai entendu des coups violents à la porte d'entrée. Je n'ai pas eu besoin de vérifier. Je savais déjà qui c'était. Mon père était là, rouge et furieux, criant avant même que j'aie ouvert la porte à moitié. Et le truc, c'est que j'aurais pu m'attendre à ce qu'il soit désolé. J'aurais pu imaginer qu'il soit confus ou même embarrassé. Mais non, il était en colère, comme si je lui avais volé quelque chose, comme si c'était moi qui avais dépassé les bornes. Cette matinée s'est transformée en une dispute hurlante qui s'est terminée par moi lui disant sans détour que j'en avais fini. Pas seulement avec les factures de téléphone, avec tout, les 2 poids, 2 mesures, le favoritisme, la façon dont Chloé était toujours traitée comme une option facultative tandis que les enfants de ma sœur étaient baignés de cadeaux, de vacances et de louanges. Il est parti en jurant. J'ai fermé la porte et j'ai pensé que ce serait tout. Ce ne fut pas le cas. Le soir même, ma sœur m'a envoyé un message. Maman et papa sont vraiment contrariés. Peut-être que tu aurais pu leur parler d'abord. Et c'est là que j'ai su qu'ils préparaient quelque chose.
Ils allaient essayer de déformer la situation, me faire passer pour la méchante, la tordre jusqu'à ce qu'il semble que j'étais instable, ingrate, trop émotive. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est que quelqu'un d'autre dans la famille prêtait déjà attention. Quelqu'un sur qui ils ne comptaient pas. Et ce quelqu'un, c'était mon frère. Mon frère, Mathieu, vit à Bordeaux, à environ 6 heures de route, ce qui dans notre famille équivaut pratiquement à l'autre bout du monde. Il a une femme, 2 enfants, un garage rempli de pièces automobiles et un don pour se tenir à l'écart des histoires. Il ne s'implique jamais dans quoi que ce soit, à moins que quelqu'un ne dépasse les bornes à un point tel que même lui ne peut l'ignorer. Je ne lui avais encore rien dit. Je n'avais pas l'intention de le faire. Je me suis dit que si maman ou papa en parlaient, ce serait présenté dans leur version habituelle, dramatique, unilatérale et peaufinée pour me faire paraître instable. Mais il a appelé 2 nuits après que j'ai coupé les téléphones. Pas de message, pas de préavis, juste un appel direct. J'ai répondu et j'ai dit « Salut », comme si de rien n'était. Il a dit « Qu'est-ce qui se passe, bon sang ?» J'ai demandé ce qu'il avait entendu. Apparemment, maman l'a appelé en pleurant, a dit que j'avais pété les plombs, coupé leur téléphone sans raison, et que je me vengeais sur la famille parce que je me sentais exclu. Elle lui a dit que j'étais jalouse des enfants de Lise, que j'étais irrationnelle, et que Chloé irait bien si j'arrêtais de lui mettre des idées en tête. Elle a dit à Mathieu que j'étais dangereuse avec mes humeurs, que je créais la division. Il l'a laissé parler. Quand elle a eu fini, il n'a posé qu'une seule question. Avez-vous acheté de nouveaux iPhones pour les enfants de Lise cette année? Il a dit que papa a essayé d'expliquer, a dit que c'était une bonne affaire, a dit qu'ils en avaient besoin de nouveau de toute façon, a dit qu'il ne voulait pas que Chloé se sente exclue, a dit qu'il ne pensait pas qu'elle le remarquerait même. Comme si Chloé n'avait pas d'yeux. Comme si ma fille n'avait pas de cœur. Mathieu n'a rien répondu à tout cela. Il lui a juste dit qu'il devait y aller et a raccroché. Puis il m'a appelé. Je ne me suis pas lancé dans un grand discours. Je n'ai pas déballé toute l'histoire. Je lui ai juste dit la vérité, que je payais leur forfait téléphonique depuis 5 ans, qu'il m'avait dit ne pas pouvoir se permettre d'offrir quoi que ce soit à Chloé cette année, que le lendemain ils avaient publié ces téléphones tout neufs avec des rubans et une légende sur les « petits-enfants préférés », et que Chloé l'avait vu. Mathieu est resté silencieux une seconde, puis il a dit « Ouais, ce n'est pas acceptable ». Il n'a pas eu besoin d'en dire plus. Nous ne sommes pas le genre de frères et sœurs qui se parlent constamment, mais quand ça compte, nous avons toujours été sur la même longueur d'onde. 3 jours plus tard, maman m'a de nouveau appelé, la voix dégoulinante de douceur, demandant comment nous allions, si Chloé se sentait mieux. Puis elle a dit quelque chose sur le fait qu'il essayait de réparer les choses, qu'il repensait les priorités cette année. Je n'ai répondu à rien de tout cela. Ce que je ne savais pas encore, c'était ce que Mathieu avait fait. Il s'est avéré qu'il les a appelés le lendemain matin et leur a dit qu'il ne viendrait pas pour Noël. Il leur a dit que lui et sa femme avaient parlé et décidé de rester à la maison. Pas de voyage en voiture, pas de dîner de famille, pas d'échange de cadeaux. Quand ils ont protesté, il leur a dit la vérité, que tant qu'il n'aurait pas arrangé les choses avec moi et Chloé, il ne verrait pas ses enfants non plus. Ils ne l'ont pas bien pris. Maman l'a accusé de se retourner contre la famille. Papa s'est mis sur la défensive, a dit que j'empoisonnais tout le monde et que je jouais encore la victime. Mathieu leur a dit qu'il pouvait appeler ça comme il voulait, mais qu'il ne verrait pas ces garçons ouvrir des cadeaux de personnes qui ne pouvaient même pas reconnaître leur propre petite fille. C'est là que le vent a commencé à tourner. J'ai recommencé à recevoir des messages, pas les habituels pleins de culpabilité. Cette fois, ils étaient étrangement polis, comme s'ils avaient avalé quelque chose d'amer et ne voulaient pas l'admettre. Maman m'a envoyé par message une photo d'un jeu de société et a écrit « Est-ce que celui-ci plairait à Chloé ?» Papa m'a laissé un message vocal disant qu'il espérait que nous pourrions discuter. Puis Lise s'en est mêlée. Elle m'a envoyé un message qui était essentiellement une leçon de morale, sur le fait que garder de la rancœur détruit les familles et que c'était les fêtes et que nous devrions être capables d'aller de l'avant. Elle a dit que je faisais toute une histoire pour rien et que je punissais des gens qui ne le méritaient pas. Je ne lui ai pas répondu non plus. Elle n'avait pas dit un seul mot à Chloé pendant tout ce temps. J'ai reparlé à Mathieu plus tard cette semaine-là. Je lui ai demandé s'il supportait bien tous les ennuis qu'il avait à cause de ça. Il a dit qu'il s'en fichait. Il m'a dit sans détour, ils s'en tirent comme ça depuis trop longtemps. Il fallait qu'on leur dise leurs 4 vérités. Et puis il a dit autre chose. Ils perdent la tête. Tu devrais entendre les messages vocaux.
Le truc avec mes parents, c'est que quand ils sentent qu'ils perdent le contrôle, ils s'affolent. Ils manipulent. Ils retournent la situation. Mais cette fois, quelque chose était différent. Ils n'étaient pas seulement en colère, ils avaient peur. Parce que pour la toute première fois, ils ont réalisé qu'ils pourraient réellement perdre l'accès aux personnes qui leur étaient les plus chères. Et il s'est avéré que cela leur faisait plus peur que de perdre leur téléphone. Après que Mathieu a clairement indiqué qu'il ne viendrait pas pour Noël et qu'il me soutenait, nos parents n'ont pas perdu une minute pour essayer de saper cette décision. Ils ont changé de tactique rapidement, comme ils le font toujours quand les choses ne vont pas dans leur sens. Maman est allée directement voir Lise, leur dernier soldat fidèle. J'ai su au moment où c'est arrivé parce que Lise est soudainement devenue très active. Elle m'a envoyé un message vague, du genre « Nous faisons tous des erreurs, Hélène. Ne laisse pas un malentendu faire exploser la famille. » Je n'ai même pas répondu. Quelques heures plus tard, Mathieu m'a envoyé une capture d'écran de Lise. C'était un long message lui disant que j'allais trop loin, que je transformais cela en quelque chose que ce n'était pas, et qu'il était cruel de supprimer Noël pour des enfants innocents. Apparemment, maman et Lise avaient eu une conversation téléphonique la veille au soir, et pendant cet appel, maman a essayé de dépeindre toute la situation comme si j'étais instable. Pas seulement en colère, instable. Elle a dit que j'étais obsédé par l'équité, que j'avais toujours eu ce problème, et que maintenant j'avais entraîné Mathieu dans ma dernière spirale. Elle a vraiment dit ça, dernière spirale. Puis est venue la manœuvre de culpabilisation. Maman a dit à Mathieu que s'il ne venait pas pour Noël, il pourrait devoir prendre du recul, par rapport à son implication dans sa famille, qu'ils étaient fatigués d'être traités comme des méchants et n'avaient plus l'énergie d'être mal appréciés. Elle a laissé entendre qu'il était peut-être temps de réévaluer qui appréciait vraiment la famille. Il a pensé qu'elle jouait aux échecs, mais Mathieu a vu clair, une menace enrobée d'apitoiement sur soi-même. Il n'a même pas discuté avec eux. Il a emballé absolument tous les cadeaux qu'ils avaient déjà envoyés pour ses enfants tout et les a renvoyés directement chez eux avec une note manuscrite à l'intérieur qui disait « Arrêtons de faire comme si tout ça était normal ». Ils ont reçu le colis un jeudi matin. Maman n'a même pas envoyé de message. Elle a appelé 3 fois de suite. Comme je ne répondais pas, elle m'a laissé un message vocal, la voix tremblante, disant « Tu as retourné ton frère contre nous. Tu as réussi. J'espère que ça en valait la peine. » Puis elle a raccroché sans même dire au revoir. Le silence qui a suivi était plus assourdissant que n'importe quelle dispute que nous ayons jamais eue. Mais le calme n'a pas duré longtemps. Quelques jours plus tard, Lise a réessayé. Elle a laissé un message vocal à Mathieu cette fois, disant que j'étais émotionnellement dangereuse, que j'avais l'habitude de ce genre de choses, et qu'il était temps pour lui d'arrêter de me conforter dans mon comportement. Elle a même dit et cette partie me fait encore rire que j'avais manipulé Chloé pour qu'elle se sente exclue. Une enfant de 8 ans, manipulée pour être triste de n'avoir rien reçu pendant que ses cousins publiaient des photos de leur iPhone tout neuf. Il perdait la tête. Mathieu m'a dit qu'il en avait fini, complètement fini, pas seulement avec eux, mais avec Lise aussi. Il a dit qu'il n'avait pas réalisé à quel point c'était allé loin jusqu'à ce qu'il voit avec quelle facilité il pouvait déformer la réalité quand cela ne les arrangeait pas. Il m'a dit qu'il allait gérer les choses d'une manière qui leur ferait comprendre qu'ils ne pouvaient plus jouer sur les 2 tableaux. Le même jour, il a appelé nos parents et leur a dit que, à moins qu'ils ne s'excusent directement auprès de moi sans condition, sans excuse il ne le verrait ni lui ni ses enfants pour le reste de l'année. Pas seulement Noël, rien. Anniversaire, Pâques, été, rien. Ils sont devenus complètement silencieux après ça. Puis est venu le tournant. Une semaine plus tard, la femme de Mathieu a publié une photo sur Facebook, leur famille autour du sapin, en pyjama assorti, avec la légende « Le meilleur Noël de tous les temps ». Juste nous, pas de drame, pas de culpabilité. C'était intentionnel, et ça a atteint sa cible parce que le lendemain matin, j'ai reçu le premier message qui était différent. Pas édulcoré, pas pour la forme, juste ceci, pouvons-nous venir parler? Nous aimerions vous voir, toi et Chloé. Sans manigance, sans pression, juste nous, s'il te plaît. Et j'ai su à ce moment-là qu'il ne le faisait pas par amour. Il le faisait parce que, pour la première fois, il réalisait qu'il n'avait plus le pouvoir. Ils ont dit qu'ils voulaient juste parler. Sans manigance, sans pression. C'est ce que disait le message. Et après tout ce qui s'était passé, je n'en croyais pas un mot, mais j'étais curieuse. Je leur ai dit qu'ils pouvaient passer samedi à 3 heures. Pas de promesses, pas d'accueil chaleureux, juste l'adresse et l'heure.
Je n'en ai pas parlé à Chloé. S'il ne venait pas, je n'allais pas voir son cœur se serrer à nouveau. S'il venait, je devais voir de mes propres yeux pourquoi ils étaient vraiment là, pour de vraies excuses ou pour une autre performance. Ils sont arrivés pile à l'heure. J'ai regardé par la fenêtre de devant et j'ai senti mon estomac se nouer. Ils avaient amené Lise. Pas seulement eux deux, comme ils l'avaient dit. Tous les trois. Et aucun d'eux n'avait l'air d'être là pour admettre quoi que ce soit. Quand j'ai ouvert la porte, il y avait cette sorte de gaieté factice. Maman tenait un plat à gratin comme si c'était pour un repas de fête. Papa a hoché la tête comme si de rien n'était. Lise n'a pas souri, elle est juste entrée derrière eux comme si elle me faisait une faveur en étant là. Ils se sont installés confortablement dans mon salon sans même demander. Maman a commencé à parler tout de suite, a dit qu'ils avaient beaucoup réfléchi, qu'ils avaient réalisé que des erreurs avaient été commises. Elle n'arrêtait pas d'utiliser cette phrase, des erreurs ont été commises, comme s'il s'agissait d'un accident passif, comme si quelqu'un avait trébuché et était tombé dans des années de favoritisme. Papa a enchaîné avec tout un discours sur la difficulté d'être parent, que parfois l'amour ne semble pas toujours équitable, mais que c'est toujours de l'amour. Je ne sais même pas ce que ça voulait dire. Il a utilisé le mot « malentendu » au moins 4 fois, jamais les mots que j'attendais vraiment, comme « désolé ». Puis Lise a pris la parole. Elle ne s'est pas excusée non plus. Elle s'est assise sur mon canapé, les bras croisés, et a dit qu'elle se sentait ciblée par tout ça, qu'on la traînait dans l'amertume de quelqu'un d'autre, et qu'elle n'avait jamais demandé à être traitée différemment. Elle a dit qu'elle et Bruno avaient économisé toute l'année pour les cadeaux de leurs enfants, et qu'ils ne devraient pas avoir à s'excuser d'avoir plus d'argent. C'est à ce moment-là que Chloé est sortie de sa chambre. Elle n'a rien dit, elle est juste restée dans le couloir à écouter. Quand Lise a commencé à dire des choses comme « il est peut-être temps de dépasser ce drame », Chloé a tourné les talons et est retournée dans sa chambre. C'en était trop. Je me suis levé et j'ai dit que la visite était terminée. Je n'ai pas haussé la voix. Je leur ai juste dit calmement qu'ils devaient partir. Je n'ai même pas regardé Lise. J'ai regardé droit dans les yeux de mes parents et j'ai dit « Vous avez dit que vous vouliez parler. Vous avez menti. Vous vouliez laver votre réputation. Ce n'est pas la même chose. » Maman a essayé de discuter, a dit qu'elle voulait juste que les choses redeviennent normales. Je lui ai dit que la normale était le problème. Puis j'ai ouvert la porte d'entrée et j'ai attendu. Ils se sont levés lentement, s'attendant clairement à ce que je dise autre chose. Je n'ai rien dit. Ils sont sortis sans un mot de plus. Lise a regardé en arrière une fois, comme si elle s'attendait à ce que je la poursuive. Je ne l'ai pas fait. Ce soir-là, Mathieu m'a de nouveau appelé. Timing parfait. Il a dit qu'il avait reçu un message furieux de Lise disant que je continuais à jouer la victime, que je les avais mis dehors sans raison, et que je retournais toute la famille contre elle. Je lui ai raconté exactement ce qui s'était passé. Il a écouté, silencieux comme toujours. Puis il a dit, je m'en occupe. Je sais qu'il l'a fait. 3 jours plus tard, nos parents ont reçu une lettre recommandée de Mathieu. Pas un appel, pas un message, une lettre officielle. Dedans, il exposait 3 points. Premièrement, il n'était plus autorisé à contacter ses enfants à moins de s'excuser auprès de moi directement, sincèrement et en privé. Deuxièmement, lui et sa femme avaient révisé leur testament. S'il leur arrivait quelque chose, la tutelle me reviendrait à moi et à moi seul, pas à Lise, pas à nos parents. Troisièmement, tant qu'ils ne cesseraient pas de traiter leur relation avec moi comme une faveur qu'ils pouvaient activer et désactiver, ils étaient exclus. Pas d'anniversaire, pas de visite, pas de photos, pas d'invitation pour les fêtes. Fini. Maman m'a appelé le lendemain. Je n'ai pas répondu. Puis elle m'a envoyé un message. Nous devons parler. Seuls. Juste nous, s'il te plaît. Personne d'autre. C'était la première fois qu'il demandait à me voir sans Lise dans les parages. Rien que ça a attiré mon attention. Mais ce qui m'a vraiment touché. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée ce samedi-là, ils étaient tous les deux là. Pas de plat à gratin, pas de sourire forcé, pas de Lise. Et dans la main de mon père, pliée et légèrement froissée, il y avait quelque chose que je n'avais pas vu depuis plus de 20 ans, le petit dessin au crayon que je leur avais fait quand j'avais l'âge de Chloé. Ils l'avaient apporté avec eux. Et ils ont finalement prononcé les mots par lesquels ils auraient dû commencer. Ils se sont présentés sans prévenir le samedi suivant. Je n'avais rien confirmé,
je n'avais pas répondu à leur message au-delà d'un vague, peut-être. Mais ils étaient là, de nouveau à ma porte, comme s'ils n'avaient plus rien à perdre. J'ai ouvert, m'attendant à une autre performance. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est ce que mon père tenait, un morceau de papier de construction délavé et plié. C'était un dessin que j'avais fait quand j'étais enfant. 4 bonshommes allumettes, l'un tenant un ballon, tous souriant sous un soleil de travers. Il était écrit, moi et ma famille, avec mon écriture de 2e année. Je ne me souvenais même pas de le leur avoir donné. Ils l'avaient gardé. Je les ai laissés entrer. Ils ne se sont pas assis tout de suite. Ils sont juste restés là, au milieu de mon salon, maladroits et silencieux. Mon père a regardé le dessin dans ses mains, puis moi. Sa voix était basse quand il a finalement parlé. On a tout gâché. Pas d'excuses, pas de préambule, juste ça. Maman pleurait déjà, ce qui ne voulait généralement rien dire, mais cette fois, elle n'a pas cherché le drame. Elle a dit qu'il s'était laissé entraîner dans la vie de Lise et a essayé de plaire à tout le monde, en supposant que je n'avais besoin de rien. Elle a dit, nous avons toujours pensé que tu étais la plus forte. Puis elle a dit quelque chose qui m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Je pense que nous avons commencé à traiter ton silence comme la preuve que tout allait bien. Et nous avions tort. Je n'ai pas interrompu. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste écouté. Puis elle a ouvert son sac à main et en a sorti une petite boîte. À l'intérieur se trouvait un collier que je lui avais offert quand j'avais peut-être 12 ans, un pendentif en forme de cœur bon marché sur une chaîne effilochée. Elle a dit qu'elle l'avait trouvé enfoui au fond de son tiroir ce matin-là et s'était souvenu à quel point j'étais fier le jour où je le lui avais donné. Elle m'a regardé et a dit, je suis désolée, Hélène. Pour tout. Pas seulement pour Noël. Ils ne demandaient pas le pardon, pas exactement. Ils se tenaient juste là, finalement dépouillés de leur défense habituelle. Et pour la première fois, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à du regret. Je leur ai dit que je n'étais pas prête à oublier ce qui s'était passé, mais que j'étais prête à leur donner une chance. Une seule. J'ai posé des règles. Pas de cadeaux, plus de publications secrètes, pas de Lise, et ils ne peuvent pas aller et venir quand ça leur convient. Ils ont accepté en silence. Aucune objection. La semaine suivante, ils sont passés de nouveau, juste pour 1 heure. Ils n'ont rien apporté, pas une seule chose, juste eux-mêmes et un album photo de quand j'étais petite. Chloé s'est assise entre eux sur le canapé, feuilletant des photos de moi en costume d'Halloween et en couronne de papier. Pour la première fois depuis des mois, je l'ai vu rire vraiment en leur présence. J'observais. Je n'ai pas dit grand-chose, j'ai juste observé. Ce n'était pas réparé, mais c'était quelque chose. Une fissure dans le mur. Puis Mathieu a suggéré l'idée d'une réunion, juste une petite, un barbecue de printemps dans son jardin. Tout le monde serait invité, Lise y compris. J'ai hésité. Je ne voulais pas annuler les progrès que nous avions faits. Mais Chloé a entendu le mot « cousin » et son visage s'est illuminé. Je ne pouvais pas dire non. Nous y sommes allés. De l'extérieur, tout semblait normal. Les barbecues allumés, les enfants se poursuivant, les adultes engageant une conversation polie. Lise est restée de son côté du jardin, et moi du mien. Il n'y a pas eu de confrontation, pas au début, mais quelque chose n'allait pas. Mes parents agissaient bizarrement, excessivement gentils, excessivement joyeux, vérifiant constamment qui les regardait. À un moment, j'ai vu ma mère prendre Chloé à part et lui chuchoter quelque chose. Quand je me suis approché, elle a immédiatement dit « Oh, je lui montrais juste des photos sur mon téléphone ». Chloé avait l'air confuse, pas contrariée, mais je n'aimais pas ça. Plus tard, alors que les enfants mangeaient des sucettes glacées sur les marches arrière, j'ai entendu mon père parler à un des voisins de Mathieu, se vantant, disant des choses comme « Nous avons vraiment resserré les liens familiaux ». C'était dur, mais nous avons réussi à ce que tout le monde mette sa fierté de côté. Il a dit « nous », comme s'il avait orchestré cette réconciliation, comme s'il nous avait ramenés du bord du gouffre. Et puis j'ai vu Lise s'approcher et se joindre à la conversation. Elle a ri et a dit « Eh bien, au moins maman et papa n'ont pas renoncé à nous ». Ça m'a frappé à ce moment-là. Ils n'étaient pas désolés, pas vraiment. Ils ne sont pas revenus parce qu'ils avaient changé. Ils sont revenus parce qu'ils détestaient être à l'extérieur. Le sentiment de contrôle, le statut, le récit leur manquait. Cette réunion n'avait pas pour but de guérir. Elle avait pour but de récupérer l'image d'une famille heureuse,
une famille où il menait encore la danse. Et j'ai su alors que ce n'était pas la fin. C'était le début de quelque chose d'autre. Après la réunion, j'ai essayé de laisser tomber. Vraiment. Je me suis dit que j'analysais peut-être trop, que j'étais peut-être trop méfiante, qu'ils étaient peut-être juste maladroits, ne sachant pas comment se comporter après tout ce qui s'était passé. Mais au fond de moi, je savais que c'était faux. Et il n'a pas fallu longtemps pour que la vérité éclate. Une semaine après la réunion, Chloé est rentrée de l'école plus silencieuse que d'habitude. Elle a sorti un morceau de papier plié de son sac à dos et me l'a tendu. C'était un dépliant, un beau, pour un camp d'été avec hébergement, 5 semaines, dans une autre région. Mes parents l'avaient inscrite sans me le dire. Au bas du dépliant, sous « Personne à contacter en cas d'urgence », il y avait le nom de ma mère, pas le mien. Je l'ai regardé, figé. J'ai demandé à Chloé qui le lui avait donné. Elle a dit que mamie le lui avait donné à la réunion, lui avait dit que c'était une « surprise secrète » et que je serais si heureuse. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai pris le papier, je me suis assise et j'ai appelé mes parents. Je leur ai posé une seule question, avez-vous inscrit Chloé à ça sans me parler? Il y a eu un silence. Puis maman a dit, nous pensions juste que ce serait bon pour elle. Elle a besoin d'espace. Et peut-être que toi aussi. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Ils essayaient de se mettre entre nous, de prendre des décisions, de s'immiscer, de reconstruire leur influence non pas en la méritant, mais en me contournant. J'ai raccroché. Puis je les ai bloqués tous les deux. J'ai appelé le camp et j'ai tout annulé. Puis je me suis assise avec Chloé et je lui ai tout expliqué, pas de manière amère, juste honnêtement, que papy et mamie n'avaient plus le droit de prendre des décisions pour elle et que je serais toujours là pour la protéger. Elle a hoché la tête. Elle n'avait pas l'air choquée, juste soulagée. Le lendemain, Mathieu s'est présenté chez moi. Il avait l'air furieux. Il s'est avéré qu'ils avaient essayé la même chose avec ces garçons, leur offrant de financer les frais de scolarité d'une école privée s'il acceptait de reconstruire les routines familiales et de changer la dynamique. Il leur a dit où ils pouvaient se mettre leur offre. Puis il m'a appelé. Nous avons parlé longtemps ce soir-là. Mathieu a dit quelque chose qui m'est resté, ils ne veulent pas réparer la famille. Ils veulent la gérer. Comme si c'était une entreprise et qu'ils étaient toujours aux commandes. Il avait raison. Quelques semaines ont passé. Pas d'appel, pas de message. Puis un matin, une lettre est arrivée. Pas un courriel, pas un message vocal, une vraie lettre de mes parents. À l'intérieur, quelques paragraphes qui tournaient autour du mot « désolé » sans jamais vraiment y arriver. Le message était clair. Chloé leur manquait. Je leur manquais. Ils voulaient revenir dans nos vies. Ils disaient avoir appris de tout ça et voulaient juste une dernière chance. Mais la dernière ligne disait tout, nous espérons que tu nous laisseras prouver que nous pouvons encore être utiles à ta famille. Utile. Pas aimant, pas honnête, pas présent. Utile. Comme si nous étions un projet, une échelle, une ressource. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il n'y aurait jamais de vrai changement, pas en profondeur. Ils n'étaient pas revenus par amour. Ils étaient revenus pour la proximité, pour les photos, pour l'illusion. Alors, je me suis assise et j'ai répondu. J'ai dit qu'ils pourraient voir Chloé occasionnellement dans des lieux publics en ma présence. Pas de temps seul, pas de prise de décision, pas de cadeau, pas de secret. S'ils enfreignaient l'une de ces règles, ce serait fini pour de bon. Ils ont accepté. Bien sûr qu'ils l'ont fait, parce qu'ils voulaient un accès. Cet été-là, nous nous sommes vus une fois dans un parc. Ils ont apporté des sandwichs. Ils ont souri pour les photos. Ils ont essayé de parler comme si de rien n'était. Chloé était polie, sur ses gardes, plus âgée en quelque sorte. Et alors que j'étais assise là, à les regarder essayer de reconstruire quelque chose qu'ils ne comprenaient même pas comment ils l'avaient brisé, j'ai réalisé la vérité. Certaines familles ne guérissent pas. Certaines familles s'adaptent, redéfinissent les termes, maintiennent la paix. Mais la guérison, la vraie guérison, nécessite de l'honnêteté, de l'humilité et surtout, du changement. Ils ne voulaient rien de tout cela. Alors je leur ai donné ce qu'ils voulaient, un accès, mais tenu en laisse. Et j'ai protégé ce qui comptait le plus, ma fille, ma paix, ma voix. L'histoire ne s'est pas terminée par le pardon. Elle s'est terminée par le contrôle. Enfin, le mien.